Bonsoir à tous, donc merci d'être présents ce soir pour ce café historique dans le cadre du festival Les Nourritures élémentaires. Donc cette 9e édition a pour thème les géants. Et ce soir, donc je pense, je doute qu'on va parler des géants. Donc je suis ravi d'accueillir Pierre Ducrozet et Johan Dumel-Vallot. Donc Pierre Ducrozet, vous êtes auteur de 6 romans. Vous avez notamment écrit L'invention des corps, prix de Flore en 2017. Et Johan Dumel-Vallot, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes spécialiste de la mythologie dans l'œuvre de Rabelais. Vous avez coécrit Rabelais et la mythologie. Et ce soir, vous allez nous parler donc des géants. Comment peut-on être géant? Et j'imagine qu'on va se plonger au cœur de l'œuvre de Rabelais et peut-être faire revivre ces géants. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Bonsoir. Je vais voir si je peux. Ah, oh. Je sais pas trop si je le. Tiens, je le pose comme ça. Est-ce que comme ça vous m'entendez? Non. Plus fort. Ok, on va vraiment faire avec le micro. Comment peut-on être géant? La formule de cette question nous vient des lettres persanes de Montesquieu. Elle exprime alors la sidération des Parisiens, apprenant la présence parmi eux du persan Rica, cet improbable tout autre qui passait pourtant parfaitement inaperçu après avoir simplement changé d'accoutrement. Dans la fiction de Rabelais, le tout autre qui, au fond, nous ressemble, c'est le géant. Lui aussi envoyé en France et à Paris, en provenance d'un pays si lointain qu'il se nomme non pas Perse, mais Utopie, littéralement non-lieu. Avec Rabelais, c'est le géant de l'autre monde virtuel, de la pure fiction, du pays du mythe, qui débarque ici même, en notre monde humain. Comment peut-on être géant s'entend en plusieurs sens. C'est une question qu'on adresse aux géants de Rabelais, ainsi qu'aux légendes et aux mythes qui les entourent, pour tenter de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, et ce qu'ils pourraient encore avoir à nous dire. C'est aussi une question que nous poserons évidemment à Rabelais, lui-même géant de la littérature, créateur génial d'un livre-monde infini, dont le rire est un énorme gouffre de l'esprit. Et c'est la question aussi qui s'adresse à toute une grande famille de poètes, tous ceux qui vont faire œuvre de géants, tous ceux qui sont des héritiers plus ou moins directs de Rabelais, le géant qui nous réunit ce soir. Un peu comme quand il écrit comme une géline faite de ses petits poulets. Et donc si on est en quelque sorte nous aussi les enfants, les poussins du poète, les enfants du géant, c'est donc une question qui nous concerne aussi, nous. Comment réussir à être géant, comment élargir nos horizons, comment grandir au dehors et à l'extérieur, et comment la lecture de Rabelais en particulier peut nous agrandir comme ça à l'infini. Donc pour ça, aujourd'hui, on va faire une chose neuve pour nous, c'est-à-dire faire dialoguer nos deux approches, celle d'une lecture immersive du corpus rabelaisien par Johan, et une autre, la mienne, qui propose plutôt des chambres d'écho, des élargissements, des ouvertures vers d'autres espaces de la littérature. Alors prendre des géants pour héros, c'est l'idée première de l'œuvre. C'est le geste créateur de toute la geste pantagruéline. C'est l'histoire de géants projetés dans le monde humain. Un ressort essentiel des images rabelaisiennes tient alors au décalage abyssal des proportions, des dimensions et des quantités par rapport à la mesure humaine, surtout dans les 2 premiers livres. L'être au monde du géant rabelaisien, c'est d'abord l'effet spectaculaire de son corps immense, comique et cosmique, grotesque, parfois terrifiant. C'est l'ampleur et la force du moindre de ses gestes. Qu'il pète, c'est un tremblement de terre sur 9 lieues à la ronde. Qu'il pisse, c'est un déluge qui noie nombre d'habitants de Paris, comme on le voit sur ces illustrations. Et c'est bien sûr aussi la soif et l'appétit énorme qu'on pouvait voir sur la première image de Gustave Doré. Dès la naissance, Pantagruel boit le lait de 4600 vaches à chaque tétée. La naissance de Gargantua est une conséquence de ce que sa mère, Gargamelle, fait en carnaval
s'est empiffrée d'une quantité abusive de tripaille périmée, au point qu'il faut la resserrer par en bas avec une drogue astringente, contraignant le bébé à sortir par l'oreille de sa mère. Cette énormité démesurée, ce goût de la surabondance, de l'excès, de l'outrance, qui est naturel aux géants, s'étend partout, au point de caractériser le style, l'écriture même de l'auteur. Rabelais, c'est le royaume de l'hyperbole permanente, la prolixité du verbe, la générosité du texte, jusque dans le déploiement des listes qui peuvent s'étendre sur des pages et des pages. Tout témoigne d'une écriture gigantale de Rabelais. Donc là, on a simplement les 3 pages de tous les jeux auxquels s'adonne le jeune Gargantua. On peut essayer de déchiffrer, mais ça, c'est qu'une liste de jeux de l'époque. Les noms mêmes de ces géants insistent sur l'ingurgitation, le passage par la gorge ou le gosier. Le nom de Gargantua, que Rabelais n'invente pas, rappelle la gorge, garganta en espagnol, interprétée en « que grand tu as » par son papa, c'est-à-dire que grand tu as le gosier, comme son père, Grand Gousier. Gargantua hérite aussi de sa maman, Gargamel, et il épouse Badebec, c'est-à-dire le bec qui bade, le bec béant. Et ensemble, ils donnent naissance à Pantagruel, qui signifie, d'après le sens que donne Alcofribas, tout altéré, indiquant un pouvoir assoiffant. Pantagruel est un nom que Rabelais n'invente pas non plus. Pantagruel est le nom d'un démon des mystères qui lance du sel dans les gorges des ivrognes endormis pour les assoiffer et les pousser à boire. Cet appétit insatiable, cette soif altérante qui nous laisse bouche bée comme Badebec, sont autant de métaphores dans les noms mêmes des géants, des effets que provoque la lecture de Rabelais. Qu'on parle encore de repas gargantuesques ou pantagruéliques nous vient bien de ces livres. Ces expressions témoignent à merveille de ce thème important chez Rabelais, sinon essentiel s'agissant de ce qui nous grandit. C'est l'appétit dans la surabondance de tout ce qui nourrit. Un festin gargantuesque, c'est le manger jouisseur, jubilatoire. Dans l'opulence des victuailles, c'est manger et boire comme un géant. Cette vitalité corporelle exprime un énorme appétit de vivre, le goût d'une jouissance libre et sans limite des plaisirs en ce monde, plaisir du corps comme de l'esprit, une puissante confiance aussi dans tout ce qui fait la vie. L'appétit ou la soif de ces géants n'est pas seulement matérielle, elle concerne aussi la connaissance, la sapiens, pour s'étendre encyclopédiquement à tous les savoirs. Comme l'écrit en somme Gargantua à son géant de fils, que rien ne te soit inconnu. Rabelais comprend et adapte au temps de l'humanisme et pour les temps futurs un antique savoir au sujet des géants, qui voit en eux non seulement des monstres titanesques ou de puissants héros comme Hercule, mais encore des maîtres de sagesse qu'on vient de loin pour interroger, comme Thomaste dans Pantagruel. Le géant de Rabelais est un roi prophète, un sphinx de la connaissance secrète. Le vin par lequel divin on devient. Ouais, c'est là. Le vin par lequel divin l'on devient est lui-même un symbole de la gnose, du savoir-saveur initiatique, et la substantifique moelle que recèlent ces livres, si l'on en croit le prologue du Gargantua, est bien substantifique au sens où elle est nourrissante intérieurement, c'est-à-dire productrice de substance en nous. Si le livre rabelaisien peut nourrir jusqu'à la moelle de notre être, il nous élève du même coup jusqu'à la démesure des géants qu'il raconte. Ouvrant grand à l'immensité le champ des expériences du monde et des profondeurs de la connaissance de soi. Rabelais opère ici au nom d'un humanisme débordant, outré ou décuplé, un humanisme de géant qui prend le nom plus que humain de pantagruélisme. En paix, joie, santé, faisant toujours grande chère, sont les définitions, une des définitions du pantagruélisme, il nous invite à vivre en bon pantagruéliste, c'est-à-dire à vivre nos vies humaines comme des vies de géants. Ainsi sommes-nous les enfants du géant, Pantagruel ou Rabelais, qui nous élèvent en incarnant, avec art, un devenir géant de notre humanité même. Si le livre de Rabelais peut accompagner à lui seul une vie, moi j'ai lu que un livre, c'est Pantagruel, c'est peut-être l'enjeu même de toute littérature, Pierre pourra vous en parler, que d'accroître et décupler pour nous ce que c'est que de vivre.
Oui, je me suis dit en préparant cette conférence que tous les livres que j'aime se posent cette question, en fait, comment agrandir nos vies, comment se demander comment vivre, tout simplement, comment s'agrandir, comment laisser entrer en soi plus que soi. Et voilà, j'ai trouvé des esquisses de réponses à ces questions chez plein de descendants de Rabelais, plus ou moins près, dans descendants, mais dans les poèmes et les récits de Michaud, par exemple, où le gouffre est toujours, le dispute toujours à l'élan, au désir de plus. Et il y a toujours cet équilibre entre l'humour, la profondeur et la connaissance des gouffres, comme il dit, l'angoisse. Et il y a d'ailleurs souvent des changements d'échelle, c'est Michaud, des nains, des géants. On est déplacé, on est traversé. On est traversé aussi dans les poèmes de Char par une sorte de quête de lumière, une quête d'un excédent de vie et d'un diamant central, comme ça, qui concasserait, qui réunirait un petit peu toute notre existence. Il y a ça chez Rimbaud, bien sûr, aussi. L'embellie, la fulgurance, l'envolée. Il y a cette interrogation et cette quête chez un grand lecteur de Rabelais qui est Sandrard, Blaise Sandrard, avec ce mouvement incessant sur la terre, dans la phrase, dans la mythomanie aussi, et cette idée de se jeter au milieu de la foule et au milieu du monde pour s'élargir, pour s'agrandir, pour s'augmenter, pour devenir géant, en fait. Il y a ça aussi chez un cousin américain de Sandrard qui est Kerouac, et qui est aussi cette idée de toujours aller venir pour densifier l'existence avec ses amis, tous excentriques, démesurés, et essayer de faire de chaque jour une expérience unique, une sorte de prise de risque, une mise en danger qu'il y a aussi chez Henry Miller, qui était un grand rabelaisien, un grand admirateur de Rabelais, et dont tous les livres sont irrigués par cette sorte de soif ardente de lire, d'écrire, de faire l'amour, de tout voir, de tout sentir, tant et si bien qu'à la lecture, en tant que lecteur, on est aussi irrigué par cette soif, et on est empli, on est comme densifié, je trouve en tout cas. Et dans les romans aussi de Dostoïevski, qui a en commun avec Rabelais, selon Bakhtin et selon n'importe quel lecteur, il y a une sorte de génie comique et dramatique d'arriver à agrandir le cadre, à crever les cloisons, à élargir les gestes. Je ne sais pas si vous voyez dans les romans de Dostoïevski, les yeux sont toujours exorbités et les gestes sont immenses. Et tout, c'est comme si tout passait sous le prisme d'une sorte d'œil de Judas, comme ça, déformant. Il y a ça aussi chez Céline, qui est une sorte de Rabelais inversé, avec ses hyperboles noires. Et à la question de agrandir la vie, est-il possible, lui répondrait plutôt que non. Mais la question demeure la même. Et voilà, je ne vais pas tous les faire, mais il y a aussi l'ardeur de Marguerite Duras, il y a la sensibilité exacerbée de Virginia Woolf, il y a la démesure païenne de Bukowski, d'Hunter Thompson. Voilà, c'est tous à leur mesure des enfants de Rabelais, des enfants de cette joie d'écrire, de cette vitalité suprême, de cette inventivité constante, cocasse, démesurée, et de son chant épique, et aussi de son désir Johan en parlera mieux que moi, mais de mythologiser le monde, et d'être, comme on le disait pour Sandrard, son propre mythobiographe. Voilà, de se raconter, mais de se raconter en tant qu'excédent, s'excédant de soi-même, et de se dépasser comme ça. Et voilà, Rabelais, c'est le père fondateur de ce roman moderne comme roman excessif, comme roman débordant du monde, et en même temps comme exploration païenne de nos corps, de nos vies. Moi, je suis un lecteur très amateur de Rabelais, mais moi, je le lis comme ça, en tout cas. Le roman comme début du roman, comme matière, comme métamorphose, et comme agrandir les choses en plongeant en elles. J'ai l'impression qu'il y a un double mouvement comme ça, comme si on était depuis les épaules des géants, et en même temps en plein dans la chair, dans le corps, dans l'homme, à la fois dans le mythe et en plein dans l'existence, dans nos trivialités les plus communes et dans les destins glorieux et immenses. Et voilà, et c'est, je crois, en grande partie Rabelais qui ouvre cette porte-là, en agrandissant nos vies, en les observant de près. Merci pour lui. C'est l'impression, tu vas me dire. Alors oui, cette puissance d'ouverture du poème ou du roman qui éveille les perceptions, qui agrandit la vie, ça tient, à mon sens en tout cas, essentiellement chez Rabelais, à la dimension mythique
qu'il confère à son œuvre, c'est la puissance du mythe qui fait entrer plus que soi par le livre. Rabelais ne s'en cache pas en qualifiant ses propres récits de fiction de mythologie pentagruélique. Cette formule apparaît dans l'épître du Quart-Livre, dédié au cardinal de Châtillon, où il explique qu'il a été sollicité pour la continuation de ces mythologies. Là encore, tout tient au fondement dans ce geste puissant du héros géant, créature par nature fabuleuse, mythologique, symbolique par excellence, voire le symbole même du mythe, le mythe incarné, en tout cas certainement the myth pour Rabelais. Il faut imaginer Rabelais qui est non seulement un créateur génial d'une œuvre inouïe, c'est aussi un chercheur passionné. Il est en quête d'une mythologie archaïque, d'une tradition primordiale au sujet des géants. Et cette tradition forme virtuellement la matière et la matrice de ses propres narrations fabuleuses. En prenant les géants pour héros, le Chinonais n'invente rien, mais son geste est colossal. Il inscrit son récit dans la continuité des plus anciens récits de l'humanité. Il ancre son roman humaniste dans la plus haute mythologie. Il le sait, il le fait avec une ampleur, une radicalité et une précision assez ahurissantes. Rabelais convoque d'entrée de jeu toutes les ressources gigantologiques possibles dans la généalogie de Pantagruel, où il combine allègrement les noms des géants bibliques, Nemrod, Goliath, Gémagog, ceux des mythologies païennes, ce qu'on appelait la fable des anciens, les titans, Hercule, le cyclope Polyphème, Sisyphe, Atlas, jusqu'aux géants des littératures du Moyen-Âge et des traditions orales du folklore avec Fierabras, Morgan, Galéo, Machefin, Brulfer, Angolevent. On pourrait commenter ces noms, mais on s'y perdrait. Il y a toute la généalogie de Pantagruel qui apparaît ici dans la version de l'édition de 1532. Initialement, tout cela tient au fait que Rabelais s'empare d'un géant, Gargantua, à moins que ce ne soit le géant qui le trouve. En tout cas, c'est l'histoire de leur rencontre. Littérairement, Rabelais s'en empare vers 1532 avec son Pantagruel, les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua. Le livre se présente comme la continuation des grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua, ouvrage anonyme antérieur auquel Rabelais pourrait avoir participé. Il faut dire que Gargantua est un cas assez particulier parce qu'on retrouve des attestations antérieures aux chroniques anonymes dans lesquelles Rabelais s'inscrit. Et d'autres faits plus étranges, c'est que au XXe siècle, le folkloriste Henri Dontonville et son école de mythologie française ont retrouvé partout dans le pays un nombre considérable de toponymes et de légendes qui mettent en scène le géant. Il y a près de 400 lieux qui rappellent son nom. Il est associé aux rochers de forme étrange, aux constructions mégalithiques, à des achèvements de marais qu'il aurait bu, ou à des créations de rivières qu'il aurait pissées. Dans ces légendes, il habite sous terre, dans des gouffres, des grottes, sous des tumulus, des mottes ou des montagnes. En fait, il y a une telle prégnance de cette mémoire du géant Gargantua au XXe siècle, tout ça ne peut pas venir simplement des livres de Rabelais. Ça suggère, un peu paradoxalement, que en fait, Gargantua remonte bien avant le XVIe siècle. On se retrouve donc dans le temps long du mythe. Pour l'école de mythologie française, Gargantua renverrait à une sorte de divinité gauloise, voire même on pourrait remonter plus loin, jusqu'à la préhistoire, jusqu'au néolithique, voire même peut-être encore plus loin, paléolithique. Enfin, cette rencontre entre Gargantua et Rabelais rejoue pour nous l'analogie du monde dédoublé, c'est-à-dire les rapports entre le macrocosme, le géant, et le microcosme, c'est-à-dire l'humain. Rabelais raconte et pense en permanence ce rapport dans son œuvre, les relations des humains aux géants. Je passe certains exemples, on en parlera peut-être plus tard, sur l'origine des géants, qui sont en fait des humains, qui ont en fait mangé un fruit magique, une nèfle. Mais enfin. C'est aussi l'histoire donc d'Alcofribas, qui n'est pas un simple narrateur externe, parce qu'il pénètre dans la gorge de son géant.
Autrement dit, Rabelais connaît de l'intérieur ces matières gigantales. Alcofribas y découvre tout un autre monde, avec les dents qui sont des montagnes, etc. Et la première personne qu'il rencontre est un planteur de choux. Alors c'est très important, le planteur de choux aussi. Chez Rabelais, la question de savoir, savez-vous planter les choux, où naissent les enfants? À quoi ressemble un chou-fleur? Un cerveau humain, peut-être. Il lui explique, ce planteur de choux, qu'il connaît l'existence d'un monde extérieur au corps du géant, où il y a le soleil et la lune, mais il explique que ce monde où il vit est plus ancien que le nôtre. C'est assez renversant, ce voyage à l'intérieur dans le corps du géant, où il n'y a ni soleil ni lune. On se trouve véritablement dans un autre monde. Et de cette manière, Rabelais traduit l'idée mythologique très ancienne, selon laquelle le géant primordial s'identifie à l'ancêtre cosmique, comme le géant Purusha des traditions indiennes ou le géant Ymir des mythes scandinaves. Ce séjour se déroule donc dans l'intériorité et dans l'antériorité même du cosmos et de la vie sur Terre, réglée par le soleil, les jours, l'année, et la lune, les mois. Oui, il y a beaucoup d'explorations dans les mondes intérieurs chez Rabelais. Plus loin, dans le Pantagruel, sont carrément des pionniers qui vont s'aventurer plus loin encore, vraiment dans les entrailles du géant, pour le guérir d'une maladie. Ils vont trouver un montjoie d'ordures, et ils remontent ensuite. C'est une véritable expédition spéléologique. Dans un autre épisode célèbre du même livre, Épistémon voyage dans les mondes souterrains des enfers. Au 5e livre, enfin, qui parachève la quête, la compagnie pantagruélique se retrouve au temple de Bacbuc, sous une immense montagne des Indes, tout au fond d'une grotte qui rappelle celle de Chinon, petite ville, grand renom. Tout cela interroge quant à savoir dans quelle profondeur de la terre et du temps Rabelais est allé chercher son savoir des géants. N'aurait-il lui-même visité quelques grottes ancestrales et autres caves peintes? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner les personnages dans leurs aventures et lire Rabelais en profondeur. Il faut entrer franchement, librement, hardiment dans la gueule de son géant et en quelque sorte se laisser dévorer par le livre. C'est la condition d'un voyage intérieur dans le corps même du livre du géant, identifié au cosmos, à la terre et au temps. Il faut aussi savoir en ressortir, c'est pas toujours facile, pour pouvoir circuler entre les mondes. Parce que c'est un livre écrit à la fois au dedans et au dehors, le livre de Rabelais participe au dédoublement du monde, opérant comme une sorte de miroir magique ou un vortex fantastique. Dans le trouble spéculaire sans fond de la fiction et du réel, de l'extérieur et de l'intérieur, la lecture immersive des mythologies de Rabelais ouvre nos perceptions à une forme de réalité augmentée. Encore faut-il lire Rabelais en pantagruélisant. Ce pantagruélire, qu'explique Alcofribas dans le Gargantua, permettrait de discerner des lettres non apparentes, c'est-à-dire d'accéder à la lecture d'un texte effacé et latent qui a été grignoté par Raséblatt, c'est-à-dire Raséblatt par Rabelais lui-même. Au travers de ses propres mythologies pantagruéliques pertuisées ou trouées, Rabelais nous invite rien moins qu'à voir au-delà du visible. Je cite William Blake, « Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Car l'homme s'est refermé sur lui-même jusqu'à considérer toute chose par les brèches étroites de sa caverne. Mais Rabelais ne se contente pas de rouvrir ces brèches des perceptions, libérant l'homme de sa caverne, il va chercher, plus loin encore, dans les profondeurs de la terre, réveiller le géant pour le rouvrir au monde. » Alors, ces corrélations entre géants et humains, c'est aussi évidemment le duo Pantagruel-Panurge, les deux protagonistes principaux du récit. Cette clé programmatique de l'analogie microcosme-macrocosme se retrouve en quelque sorte codée dans les noms mêmes des deux héros. On retrouve bien dans leurs deux noms, au début, Pan, Panta, le tout, ce qui signifie bien qu'ils sont chacun un seul et unique tout. Mais la deuxième partie de leur nom, en Gruel d'un côté et Urgue de l'autre, Gruel signifiant altéré, Gruel et Urgue montrent une inversion.
Donc ils sont à la fois communément, l'un et l'autre, un seul et unique tout, et en même temps est précisé le mode de leur différence, de leur altérité, par l'inversion en grue, urgue. Ce double mouvement en miroir rappelle l'analogie de l'hermétisme au sujet du macrocosme et du microcosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, afin d'accomplir les miracles d'une seule chose. En vertu de leur nom et à travers le jeu de leurs aventures, Pantagruel, Panurge sont un seul et même sujet, ou cosmos, dédoublé. Ils incarnent la coïncidence des contraires dans l'unité du tout. Leur duo raconte ce dédoublement du réel, le mystère vivant du corps cosmique et de l'esprit humain, ou vice-versa. Et ce duo, c'est aussi quelque chose qui traverse toute l'histoire de la littérature et qui est un des moteurs les plus exaltants de la narration. Et avant ce duo-là que vous voyez ici, il y a bien sûr l'autre roman fondateur de la modernité. Ah, il est là, pardon, je voyais que le côté, sur la côté gauche, Don Quichotte, donc de Cervantes, et ce duo Don Quichotte-Sancho Panza, qui est de cette dynamique que jaillit littéralement le roman, de cette dichotomie-là, que je trouve fascinant, c'est-à-dire l'un qui court devant, l'autre qui court derrière, l'autre qui est porté par la vitesse, par sa folie, par l'élan, par l'action, et l'autre qui est derrière, qui est son scribe d'une certaine manière, surtout dans ce cas à droite, mais aussi à gauche, et qui essaye d'en absorber la sève, l'énergie, et par le truchement de l'écriture, de rentrer autant dans les choses que l'est la personne devant, en l'occurrence Don Quichotte. Sancho Panza, il regarde son maître avec un mélange d'admiration et d'effroi, parce qu'il est à la fois complètement dedans, mais presque trop dedans, parce qu'il ne peut plus distinguer ce qui est de l'ordre du réel, de la fiction, du soleil, de l'ombre, et ça c'est un des noms de la folie. Et donc voilà, certains le voient comme un fou, d'autres comme une sorte d'énergie vitale, un soleil, et ça m'a évoqué aussi un autre duo à l'autre extrémité de l'histoire de la littérature, qui est celui entre Cassady et Kerouac, qui est présent dans presque tous les romans de Kerouac, et c'est une idée déplacée, mais qui est un peu la même, c'est que Cassady, il cesse de courir devant, d'entraîner son ami, de se montrer comme ça puissant, ensorceleur, charmant, et Kerouac l'admire, Kerouac voudrait être lui, il voudrait avoir sa folie, son charme, comme il ne l'a pas complètement. Il y a ce rapport de séduction, de ce désir-être, et il va devenir son scribe. Voilà, c'est un peu une sorte de pacte. Moi j'ai la plume, toi tu as le feu, et je vais essayer de t'écrire pour essayer de te saisir, pour essayer de comprendre, et éventuellement, un peu comme un vampire, pour voler un petit peu de ton énergie et l'avoir à mon tour. Donc, sous des formes ou d'une autre, cette espèce de duo se répète à plein d'endroits. Voilà, lune, soleil, clown triste, clown drôle, mélancolie, humour, tout ça cesse d'osciller dans des duos dans la littérature. Au cinéma, évidemment, il y en a plein. Thelma et Louise, par exemple, Sailor et Lula, d'autres. Et chez Rabelais, c'est comme tu l'as dit, c'est une sorte d'une seule même pièce quasiment, qui ne cesse de s'enrichir, de s'équilibrer l'un l'autre. On ne peut plus tellement distinguer où est de l'ordre de la sagesse, de la folie, de l'excès, l'impertinence. Ça ne cesse de naviguer. Et chez Dostoïevski aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a souvent ça, et notamment dans l'Idiot, entre le prince Mishkin et Rogojine, où là le mal et le bien sont plus clairement délimités, la passion triste et la passion solaire, mais les choses se mêlent, et au bout d'un moment on ne sait plus qui veut quoi, est-ce qu'on veut ce que veut l'autre, qui va gagner aussi, qui gagnera la princesse Nastasia Filipovna, de quel côté elle va pencher, etc. Et voilà, c'est ces deux forces qui s'opposent et qui finissent par se mêler. Et voilà, cette question de la dualité, cette question qui est en fait la question de la vie, de la mort, de la quête d'immortalité aussi, elle traverse toute la littérature jusqu'au XXe siècle. Et ce qui est beau, c'est qu'elle prend son origine dans le premier texte connu, qui est l'épopée de Gilgamesh, dont tu vas nous parler maintenant, Johan.
Alors oui, première œuvre littéraire, en fait, À ma connaissance. qui nous soit connue de sources écrites. Oui, l'épopée de Gilgamesh, elle apparaît donc en Mésopotamie, dans la région de Sumer, c'est-à-dire au sud de l'Irak. Elle remonte, enfin les premières formations des récits qu'on retrouve dans l'épopée remontent au 3e millénaire avant notre ère. Et la série des 12 tablettes à partir desquelles on a reconstitué une version standard, tout ça n'a été retrouvé qu'à la moitié du 19e siècle. Mais Gilgamesh, qui est donc le premier héros connu, est un géant. L'histoire de Gilgamesh, c'est l'histoire d'un géant, c'est le roi légendaire de la cité d'Uruk, un tiers homme, 2 tiers dieu. Sa taille est immense, il mesurerait à peu près 5,50 m, c'est quand même pas mal, et sa force est sans pareille. D'après les sources les plus anciennes, qui précèdent en fait l'épopée, il apparaît également comme une sorte de dieu des morts et des enfers, une divinité psychopompe et chtonienne, objet de culte sacrificiel. Alors, Rabelais ne pouvait pas connaître le mythe de Gilgamesh, pratiquement disparu à la fin de la civilisation mésopotamienne. Pour autant, il fait aussi de son héros un géant et un roi, dont le nom même n'est pas très éloigné du roi géant d'Uruk, Gargantua Gilgamesh. On pourrait presque se demander s'il n'y aurait pas une certaine filiation, peut-être un très ancien nom de monstre, le nom de la Gorgone non plus n'est pas loin. En un sens, les récits eux-mêmes se ressemblent. L'histoire de Pantagruel et l'histoire de Gilgamesh, c'est l'histoire d'un géant royal qui rencontre un ami pour la vie, Enkidu, Panurge. Les deux sont sans famille, d'apparence sauvage, et peu à peu, ils se civilisent, pas trop non plus. Ensemble, ils partent affronter un autre géant, Humbaba chez Gilgamesh, loup-garou chez Pantagruel, géant qui finit décapité et le héros victorieux. Après ces débuts épiques, les deux histoires prennent la forme d'une quête initiatique dont l'enjeu est l'immortalité. C'est très explicite dans l'épopée de Gilgamesh. Ça se retrouve également dans la quête menée par Panurge au sujet du mariage qui aboutit justement au temple de la Dive Bouteille à ce vin qui divinise. Donc il y a bien aussi la question de l'immortalité avec le vin, avec le mariage, avec la pérennité, tout ça. Donc dans les deux cas, cette quête, elle conduit dans un lieu secret, aux confins du monde, dans les profondeurs d'une grotte, sous une montagne. Le secret obtenu consiste à la fois en une révélation par la parole, par Utanapishtim, qui est un humain qui a bénéficié de l'immortalité conférée par les dieux après avoir survécu au déluge, et de Bakbuk, la prêtresse de la Dive Bouteille. Le secret consiste donc à la fois en une révélation par la parole et en un aliment. C'est une algue qui pousse dans les eaux profondes chez Gilgamesh, c'est un vin qui sourd d'une fontaine dans les profondeurs de la terre chez Rabelais. Mais Gilgamesh se fait voler l'algue d'immortalité par un serpent, et la compagnie pantagruélique repart avec une outre vide, ou plutôt pleine de vent. En fait, ça se prononçait pleine de vin. Ça ressemble beaucoup à vin à l'époque, pleine de vin, un peu comme l'accent québécois. Au fond, c'est humainement parlant une quête de sagesse. Mais du point de vue cosmique, qui est propre aux géants, ces aventures ont toutes deux été interprétées comme le récit du parcours du Soleil sur la voûte céleste, c'est-à-dire une expression mythologique des cycles solaires, journaliers ou annuels, où le Soleil lui-même meurt et renaît symboliquement en parcourant les profondeurs de la terre ou de la mer. Ce rapprochement d'un symbolisme solaire dans les deux récits n'est pas anodin. On retrouve en fait des interprétations similaires à propos d'un autre géant mythique célèbre, qui fait un peu le lien entre les deux, c'est Hercule, avec ses fameux 12 travaux, qui correspondraient au mois ou en fait aux 12 signes du zodiaque, dont Hercule, dont Rabelais s'inspire beaucoup pour son Pantagruel. C'est l'idée en fait assez classique selon laquelle les mythes représentent les phénomènes et les cycles des astres. Donc en fait, Rabelais retrouve et rejoue ce symbolisme solaire, qui est même explicitement caniculaire, si on parle de Pantagruel, avec sa naissance en pleine période de canicule. Le géant s'identifie donc à la fois au tout et au temps, c'est-à-dire au temps cosmique,
vu à travers le cycle de l'année. C'est bien fondamentalement le temps qui nous altère, Pantagruel, tout altéré, le dominateur des altérés, le roi des dipsodes, les assoiffés. C'est le temps qui nous altère et c'est aussi le temps qui est le grand dévorateur, le gargantua de toutes choses. Le temps, c'est pour Claude Gagnebet le nom caché de la divinité de Rabelais. Dans son enquête à plus haut sens, il s'attache à l'inscription des mythologies de Rabelais dans le temps qualifié du calendrier. Il se réfère principalement au calendrier traditionnel chrétien qui est de type solilunaire. Il montre, au départ en décodant les fanfreluches antidotés, qui est un texte au début de Gargantua, que les dates de naissance de Gargantua et de Pantagruel se partagent l'année, moitié pour moitié. Le premier au 3 février, à la Saint-Blaise, que Rabelais donne explicitement. Le second au 25 juillet, à la Saint-Jacques, que Gagnebet calcule. Voilà, à plus haut sens. En 2 tomes. En fait, avec la naissance de Pantagruel, même sans avoir la date exacte que Gagnebet calcule, on est clairement en pleine canicule. Et avec celle de Gargantua, on est au cœur de l'hiver. C'est un autre duo moteur, comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure, du roman rabelaisien. Alors, ces dates se rattacheraient apparemment donc au projet de Rabelais de restituer une mythologie primordiale des géants qu'il identifie quand même assez directement à ce qu'il appelle, en tout cas au début de son œuvre, les mythologies galliques, c'est-à-dire gauloises, celtiques, et aussi par extension du coup françaises. Il y a tout un mythe gaulois au XVIe siècle qui apparaît, avec lequel Rabelais joue énormément, dans lequel il s'immerge, sauf qu'il n'était peut-être pas fou, à la différence d'un Guillaume Postel, qui faisait un peu le même genre de choses. Mais ce qui est troublant avec la naissance de ces géants, c'est donc que Rabelais indique 2 dates qui correspondent à 2 fêtes importantes du calendrier celtique pré-chrétien. Je dis le calendrier celtique au sens où on peut bien établir qu'il y avait un même calendrier parce qu'en fait, il y a des correspondances, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a des correspondances entre les fêtes irlandaises et le calendrier irlandais et le calendrier de Coligny, qui est un calendrier gaulois qu'on a retrouvé avec des correspondances dans les dates qui sont marquées et même dans certains noms. Donc on aurait bien un calendrier pan-celtique, si on veut. La naissance de Pantagruel se rapporte alors à Lughnasadh, qui est fêtée au 1er août, au cœur de l'été. C'est la fête royale par excellence. La naissance de Gargantua est très proche d'Imbolc, au 1er février, fête de lustration qui suit le solstice d'hiver, ce qu'on appelle donc Noël, et qui marque le début de la fin de la saison froide. Il faut préciser donc que l'année celtique est rythmée par 4 grandes fêtes qui se situent chacune à mi-parcours entre les solstices et les équinoxes, ce qu'on peut voir là-haut. Donc Imbolc, Beltane, Lughnasadh et Samhain. La date de naissance de Gargantua, au 3 février, c'est aussi la Saint-Blaise, la veille de la Chandeleur, le lendemain du jour de l'ours. On est en plein carnaval. La Saint-Blaise, donc date de naissance de Gargantua, c'est la clé antérieure de Mardi Gras. Mardi Gras étant une fête mobile parce qu'elle suit le cycle lunaire. C'est Mardi Gras. Enfin, Mardi Gras est déterminé à partir de la date de Pâques, en fait. Et donc, la Saint-Blaise, c'est la clé antérieure de Mardi Gras. Ça veut dire que c'est la première date, la date la plus reculée dans l'année où Mardi Gras peut tomber. Mardi Gras étant donc le dernier jour et l'apogée du carnaval, avant l'entrée en carême le lendemain, au mercredi des Cendres. Là encore, il s'agit de célébrer la fin de la saison froide et en quelque sorte de hâter le retour du printemps. Donc il ne semble pas que Rabelais choisisse la date de naissance de ces géants au hasard, c'est le moins qu'on puisse dire. Carnaval, c'est la fête par excellence, c'est la fête du peuple qui célèbre la vie totale, toute hiérarchie renversée, c'est l'excès de ripaille, de beuverie, sans autre limite que le bon vouloir. C'est aussi le retour du sauvage, de l'instinct, de l'animalité en nous. Carnaval, c'est le devenir animal du temps mythologique du géant Gargantua. Et j'ai l'impression, j'ai l'intuition qu'il y a chez Rabelais une sorte un grand devenir animal, devenir puissance aussi. Ces personnages qui tendent vers l'animal, l'animal rôde en eux, les accueille, les cherche. Et ça, voilà, ça m'a évoqué le concept de devenir animal tel qu'il est développé par Deleuze et Guattari dans 1000 plateaux.
Et alors c'est pas un processus, je vais pas ce serait long à développer, mais je vais essayer de le faire rapidement. C'est pas un processus c'est pas singer, c'est pas imiter, ressembler à un animal. C'est plutôt essayer de se décentrer et de faire l'expérience de ne plus être soi, d'arriver au-delà de soi. Et les personnages de Rabelais, il me semble parfois qu'ils se pensent comme ça par-delà eux, qu'ils se pensent en ours, en petit animal ou en grand tout. Et pour les écrivains, comme le décrit Deleuze, l'idée c'est d'écrire comme un chat, comme une libellule, comme une fleur, non pas d'écrire à l'attention d'eux, mais d'essayer de se mettre à la place des sans-voix et de voir ce qu'il advient lorsque l'animal entre dans l'écriture, et de tendre vers une sorte d'écriture fleur, d'écriture libellule, d'écriture chat. Et là, devenir animal, c'est ça, ce serait partir loin de soi, se déterritorialiser, comme il écrit Deleuze, et d'arriver à une sorte d'extase d'être là, mais par l'altérité. L'animalité, c'est toujours une figure de l'altérité, telle qu'elle rentre en soi. Et on peut penser peut-être à Proust aussi, et quand il ne veut pas vraiment raconter l'histoire d'un sujet, d'un homme qui s'appelle Marcel, ou le narrateur, mais c'est écouter sa propre langue en étranger et d'essayer d'accueillir ce qu'il y a d'ineffable, mais en soi. Et donc par cette espèce de transmutation, et ainsi par cette espèce d'exercice, d'arriver à cesser d'être un sujet et de devenir autre, et de devenir un événement, l'écriture. Alors, en devenant animal comme ça, on se déracinerait et on ferait l'expérience de la frontière, de la limite, et on arriverait à explorer des territoires nouveaux. C'est ce que dit Deleuze, c'est là que l'écriture advient. Quand on s'invente en loup, et par exemple, on peut penser à la musique de Mozart. Si on l'écoute bien, on voit bien qu'il y a un devenir cheval, un devenir oiseau. Enfin, il y a des oiseaux qui chantent très clairement. Ça ne veut pas dire qu'il singe les oiseaux à nouveau, ça veut dire qu'il essaye de penser la musique en oiseau. Et donc, là arrive le trouble, le vertige, puisqu'on se déplace, on devient autre. Et comment on met en mots ça ? En créant par exemple des mondes nouveaux, des mondes inouïs, des mondes impensés, des mondes géants comme ceux de Rabelais, en s'arrachant à sa langue. C'est aussi la phrase de Proust célèbre, écrire comme dans une langue étrangère, et devenir autre, les possibilités nouvelles. Ce qu'écrit Deleuze, c'est ça. On est sur la limite qui sépare la pensée de la non-pensée. Il faut être toujours à la limite qui vous sépare de l'animalité, mais justement de manière qu'on n'en soit plus séparé. Il y a une inhumanité propre au corps humain, à l'esprit humain, il y a des rapports animaux avec l'animal. Donc par exemple, on peut penser à l'homme de Néandertal qui pense en animal, qui essaie de détecter ses proies, d'analyser les signes laissés par les animaux et de devenir autre. Il y a aussi si on fait ce pacte-là, une sorte d'acceptation de la démesure, de ce qui nous excède, de ce qui nous dépasse. Donc là, ça revient à Dostoïevski, tout à l'heure. De rentrer dans une sorte de délire aussi, de délire de la langue. Là, on peut penser à Artaud, mais à plein d'autres, à Ezra Pound. C'est quand on fait rentrer l'autre en soi, on rentre dans autre chose, de complètement nouveau. Il y a la présence du démon aussi, du coup, qui rentre, le diable. Et toujours essayer, pour un artiste, d'équilibrer entre ces forces, ce déchaînement animal et un chaos organisé. Donc là, Deleuze, quand il en parle, il parle des toiles de Bacon, notamment, on voit bien ça, l'éruption d'une sorte de sauvagerie, de chaos, mais qui est tenue par le pinceau. Moi, je pense aussi aux toiles de Basquiat, où il y a ça aussi, il y a cet équilibre-là, fragile entre les deux. Et autre chose qui réunit, je crois, Deleuze et Rabelais, c'est l'importance qui est donnée au
aux formes de subversion, évidemment, des structures de pouvoir. Bon, ça, c'est très clairement dit dans Deleuze, on peut et c'est sous-tendu dans tout Rabelais, mais ce rire qui transgresse, qui défie les normes. Chez Deleuze, ça devient des sortes de ce qu'il appelle des lignes de fuite, des nouveaux modes de vie, et puis corrompre les formes de pouvoir établies. Il y a bien sûr aussi le corps, omniprésent, on l'a vu chez Rabelais, le corps grotesque, démesuré, immense, dans sa dimension matérielle, biologique, aussi très physique. Chez Deleuze, le corps, il est central, et il devient des sortes de ce qu'il appelle des champs d'intensité, de force. Il y a l'idée du corps sans organes aussi, qui est développée dans ce livre, et c'est un corps qui serait libéré des structures, des structures et des fonctions qui lui sont imposées, qui deviendraient autres. Et enfin, il y a la prolifération, le chaos. L'écriture de Rabelais, elle n'est pas chaotique, mais elle déborde, disons, elle est prolifique, toujours avec aussi une sorte de ligne, bien sûr, pour que tout ça se tienne. Tout ça n'est pas du tout désordonné, tout ça est très pensé, mais il y a cette espèce de plus. Et chez Deleuze, ça devient les questions de ce qu'il appelle les flux, les devenirs, comme je viens d'en parler. L'idée du rhizome qui est sublime et qui est cette figure un peu de fleurs efflorescentes, sans haut ni bas, pour s'opposer aux structures de pensée pyramidales, hiérarchiques, et pour arriver à se défaire de ce qui organise notre cerveau de manière centrée, et pour se décentrer. Alors je continue sur l'animal, ce devenir animal qui structure au fond toute l'œuvre de Rabelais. On a évoqué Gilgamesh comme un des plus anciens récits de l'humanité, connu de sources écrites en tout cas, mais les recherches actuelles en phylogénétique des mythes permettent de remonter bien plus loin. Parmi les mythes qui apparaissent vraiment comme les plus anciens, on trouve encore le géant. C'est l'histoire de Polyphème, le cyclope dans Ulysse. Il en existe en fait des variantes de détails qui ne forment même pas le noyau dur du récit, de part et d'autre du détroit de Bering, avec des concordances de détails, c'est assez surprenant, mais c'est aussi un mythe amérindien. Le noyau dur, c'est un individu se rend dans la grotte d'un dangereux maître des animaux, dont il s'échappe au nez et à la barbe de l'hôte, en se dissimulant sous une peau ou sous un animal. L'histoire remonterait au Paléolithique supérieur, donc on est bien avant Gilgamesh, entre 45 000 ans à 12 000 ans avant le présent. Polyphème, c'est littéralement un des ancêtres de la lignée de Gargantua et de Pantagruel. Il est nommé dans la liste de la généalogie du héros. Rabelais, dont le savoir provient symboliquement des profondeurs de la terre et qui renvoie aux temps archaïques, aura rejoué l'exploit du héros préhistorique, l'ancêtre même d'Ulysse. À l'instar de son narrateur qui entre dans la gorge de Pantagruel, Rabelais s'est aventuré très loin, jusque dans la grotte du géant mythique. Il a trouvé à se nourrir avec sa propre nourriture, comme Ulysse et ses compagnons, avant de revenir dans le monde humain pour raconter son aventure. L'enquête de Claude Gagnebet sur le calendrier de Rabelais et sur la religion de Carnaval revient elle aussi de très loin pour nous raconter d'étonnantes histoires. Elle nous permet de comprendre que Rabelais a pu identifier le géant à un animal, à une bête sauvage qui nous ressemble en plus grand. Le géant primordial des livres de Rabelais, c'est l'ours. Pantagruel ne n'est-il pas tout velu comme un ours? Ce signe de naissance indique alors, tout comme le grand gosier de Gargantua, qu'il ressemble à son papa. Tout se joue à partir de la date de naissance du père Gargantua, au 3 février. La date du géant, descendant de Polyphème, est à la Saint-Blaise, un ermite qui est lui aussi un maître des animaux. C'est le saint patron des bêtes sauvages. C'est aussi le guérisseur des maux de gorge, dont le nom a été rapproché en allemand du verbe blasen, souffler, comme on peut dire pour un instrument ou à propos du vent. C'est un maître de la circulation des souffles et des vents. C'est le géant par excellence du temps carnavalesque, où les vents soufflent pour évacuer l'hiver. Alors, assez étrangement, parce que ce n'est pas forcément une évidence quand on y pense, mais il existe une iconographie de l'ours souffleur, où l'ours est régulièrement en train d'utiliser des instruments à vent
comme on peut le voir sur ces deux illustrations, dont l'une d'entre elles vient des songes drôlatiques de Pantagruel, une iconographie en fait quand même très proche des livres de Rabelais et de leur dimension mythologique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces gravures. Elles ne sont pas hasardeuses par rapport à ce que dit Rabelais. Et on retrouve vraiment ici un ours souffleur, image de Gargantua ou image de Saint-Blaise. Où en étais-je ? Ouais. La période début février correspond à la période à laquelle les ours commencent à déshiberner. Cette sortie signale tout naturellement la fin de l'hiver et mythiquement, elle la provoque. C'est une sorte de résurrection non seulement de l'ours, mais de toute la nature, de toute la vie qui initie le retour du printemps. Cette déshibernation de l'ours a été objet de traditions cultuelles depuis des temps immémoriaux. On parle bien de religion préhistorique de l'ours, même si c'est hypothétique, parce que ça remonte quand même à très loin. Mais ces traditions cultuelles au sujet de l'ours, elles se prolongent au cœur du Moyen-Âge et encore jusqu'à nos jours. Les traditions folkloriques situent la déshibernation de l'ours à des dates fixes. Des dictons, des contes et des rites élaborés accompagnent sa sortie. Il existe un saint qui s'appelle Ours, dans la vallée d'Aoste, en Italie. C'est un ermite. Il est représenté vêtu de fourrure. Sa date, la Saint-Ours, est fêtée les 30-31 janvier ou le 1er février. On est toujours vraiment autour des mêmes dates, à quelques jours près. Dans les Pyrénées et ailleurs, le 2 février, c'est le jour de l'ours, ou des ours, Dia de los Osos. Des jeux de l'ours mettaient en scène sa sortie, dramatisée et ritualisée par un homme déguisé en ours, en prise avec les villageois. La fête de la Chandeleur, à la même date du 2 février, était appelée dans les régions montagneuses la Chandelours, dans les Pyrénées, les Alpes ou les Ardennes. On dit qu'à la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. Une des principales légendes rattachées au 2 février explique que lorsque l'ours se réveille, il sort de sa grotte pour observer le ciel. Cette très belle image, c'est un vitrail médiéval qui vient d'un livre de Claude Gagnebet. Je ne crois pas que ce soit non plus à Aussens. C'est dans son livre sur l'iconographie médiévale. Donc, l'ours se réveille, il sort de sa grotte, il observe le ciel. Il faut bien qu'il sorte, puisque comme l'indique le planteur de choux dont on parlait tout à l'heure, dans son intériorité, sa gorge ou sa grotte, il n'y a ni soleil ni lune. Alors, si le temps est clair, la lune bien visible, il rentre dans son antre. Il retourne se coucher, dit-on, une 40aine de jours supplémentaires. Ça veut dire que le printemps n'arrive pas tout de suite. Or, 2-3 février plus 40 jours, ça correspond précisément à la quarantaine de Carême, Quadragesima, où l'on jeûne, on hiberne, en attendant le retour du printemps. Du retour du printemps, c'est-à-dire du Christ. Mais ça implique aussi que, dans ces cas-là, la résurrection de l'ours coïncide avec la résurrection du Christ à Pâques. En fait, le Christ est un ours, c'est un peu ça l'idée. Mais si le soir donc, du 2 ou 3 février, s'il fait sombre, ça veut dire qu'on est en lune nouvelle. Et ça, c'est très bon signe. Pour l'ours du folklore, ça signifie que la saison froide est bien finie, parce que ça veut dire qu'on est en lune montante. Et donc, il déshiberne pour de bon. Il faut imaginer que depuis, en gros, début novembre, maintenant, l'ours hiberne. C'est-à-dire qu'il a mangé énormément d'aliments très gras avant, il a fait bombance, et ensuite il part hiberner. Et alors, pendant qu'il hiberne, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'hibernation de l'ours, mais en fait, il mange pratiquement pas. S'il a trop faim, il peut quand même sortir. Ce n'est pas une hibernation automatique. Mais donc, en principe, il ne se nourrit pas, ou presque pas. Il ne pisse pas, il ne chie pas. Pendant 3 mois. On se demande bien comment ils font. Et d'ailleurs, il y a des études pour savoir comment on pourrait faire quelque chose un petit peu comme ça, parce que ce serait très intéressant pour les humains pour faire des voyages dans l'espace. Mais donc, il sort, il fait sombre,
on est en lune nouvelle, en lune montante, et donc c'est le début du printemps, officialisé par la sortie de l'ours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc pisser abondamment. Ça correspond au moment où les cours d'eau dégèlent et reprennent leur cours. On se rappelle des rivières qui sont nées de l'urine des géants de Rabelais. Ça correspond aussi au jeu de carnaval où on peut s'asperger d'eau au moyen de seringues géantes. Il y a plein de jeux comme ça où on s'arrose. Il y a des jeux aussi avec des soufflets. On souffle, on fait des rondes en fait. C'est la ronde du souffle à cul. On souffle sur le cul de son voisin pour se réchauffer, pour arrêter l'hiver, démarrer le printemps. Et donc enfin l'ours aussi, il pète. Il paraît même que chez certains ours, quand ils entrent en hibernation, il y a une sorte de bouchon fait de sécrétions organiques qui se forme pour leur boucher hermétiquement le fondement intestinal. La question d'ouvrir et de boucher les trous, c'est complètement déterminant chez Rabelais. Quand il sort, l'ours expulse ce bouchon culier et il pète. C'est, semble-t-il, une réalité physiologique. J'ai cherché des vidéos sur YouTube, j'ai du mal à en trouver. Mais n'hésitez pas à rechercher. Mythologiquement, ce pet de l'ours, c'est le souffle du printemps. C'est la libération des vents qui évacuent l'hiver. Mais ce souffle, ce sont aussi les âmes des morts de l'année. Du moins, les morts de l'hiver, qui peuvent alors quitter ce monde, l'âme en paix. L'ours figure alors, comme Gilgamesh, une sorte de dieu chtonien, infernal et psychopompe, c'est-à-dire guide des âmes. Dans cette théorie du carnaval développée par Gagnebet, l'ours est un maître du temps cyclique. Son ventre libère à cette date les souffles de vie. Cette libération des souffles dépend expressément de la coïncidence des cycles solaires et lunaires qu'on a pu évoquer à plusieurs reprises au cours de l'intervention. Que fait l'ours qui sort de son refuge le 2 février, je cite Gagnebet, il tente de raccorder les calendriers solaires et lunaires. C'est-à-dire que les mois solaires, ça n'existe pas, les mois viennent de la Lune, l'année lunaire, ça n'existe pas, l'année vient du Soleil. Et donc, dans énormément de traditions, on a cherché à trouver des systèmes pour faire coïncider ces deux cycles qui, en fait, n'ont un peu rien à voir l'un avec l'autre. Donc c'est assez compliqué, mais il y a des dates particulières, comme les 12 jours aussi, entre Noël et l'Épiphanie, qui cherchent à raccorder ces deux cycles, en fait. Et l'ours permet de rassembler les deux cycles, de cette manière. Oui, exactement. Donc l'enquête de Gagnebet, elle aboutit à l'hypothèse que la religion de carnaval, ce qu'il appelle la religion de carnaval, c'est pas simplement la fête Mardi Gras et puis c'est fini. Pour Gagnebet, la religion de carnaval s'étend à toute l'année. Ce qu'il repère, c'est que apparemment cette religion a permis de préserver un calendrier dans le calendrier solilunaire chrétien, qui correspond donc à un ancien compute, un ancien décompte, qui parcourt toute l'année, qui est formé de mois de 40 jours, qui correspondent à une lunaison et demie. C'est exactement ce qu'on retrouve là-dedans. Vous voyez, on a tout, quoi. On a tout. Là-haut, c'est la Chandeleur de février, Saint-Blaise, naissance, Mardi Gras, naissance de Gargantua. On se retrouve ici tout en bas, entre le solstice et l'équinoxe, c'est la date de naissance de Pantagruel, au 25 juillet. Il faudra parler, bien sûr, des autres. Vous voyez que par ici, là-haut, on s'approche de maintenant. Ce système inclut la Chandeleur Saint-Blaise, Pâques, la Saint-Jacques, donc la date de naissance de Pantagruel, mais aussi en amont donc Noël, c'est-à-dire grosso modo le solstice d'hiver, et la date à laquelle l'ours entre en hibernation. Cette date nous permet de retrouver un saint tout à fait local, c'est Saint-Martin. Saint-Martin, évêque de Tours, mort à Cande, en partageant son vêtement avec un indigent, Saint-Martin fait le partage entre la saison chaude et la saison froide. Saint-Martin, c'est donc le 11 novembre, là. Et Saint-Martin, bien évidemment, c'est un ours. On appelle encore assez bizarrement maintenant, sans trop savoir pourquoi, beaucoup les ours martins. Et donc le 11 novembre, la date de Saint-Martin, c'est la date d'entrée dans l'hibernation de l'ours. Avec la Saint-Martin et la Saint-Blaise,
marquant l'entrée et la sortie de l'hibernation de l'ours, nous nous situons exactement de part et d'autre du solstice d'hiver, 40 jours avant, 40 jours après. Ce sont des dates critiques et transitionnelles, des instants où le temps lui-même s'ouvre et où les frontières entre les mondes se dissolvent. Où les vivants et les morts, où les humains et les bêtes sauvages, en quelque sorte, se rencontrent et s'interpénètrent. Nous y sommes presque, ou nous y sommes déjà dans cette période. Parmi les 4 fêtes celtiques auxquelles Rabelais rattache les naissances de ces géants, celle qui se trouve entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, c'est Samhain. On retrouve le mois de Samonios dans le calendrier gaulois de Coligny. Or, Samhain, c'est Halloween. C'est Aujourd'hui. Voilà, donc c'est précisément aujourd'hui. On a hésité à venir déguiser. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Ouais. Ça nous a permis d'en arriver à Je vois que à Mathilde la fin de ce raisonnement. est en costume d'Halloween, pour ainsi dire. Donc voilà, quoi, on y est à la fois dans le temps et dans le pays gallique que Rabelais ressuscite avec ses géants. On est à Chinon, c'est Halloween, tout le monde est content. Halloween et carnaval, c'est toujours le temps du masque et la procession sauvage qui réclame son dû. On se déguise en fantôme ou en monstre, en géant, en bête sauvage, pour effectuer une traversée des âmes et quêter dans le monde des vivants. Et avant de vous donner la parole et de vous voir vos questions, vos remarques, tout ce que ça vous a évoqué, reprendre peut-être la question de départ. Et ce qui c'est juste une toute petite possibilité de réponse, même si c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 1 heure, de comment peut-on être géant. Ce que nous souffle Rabelais à l'oreille, c'est en lisant, en créant, en essayant de plonger dans son gai savoir, dans sa manière d'embrasser comme ça la joie d'apprendre, de nommer les choses, de restituer le réel à sa mesure ou à sa démesure cosmique presque. Et en nous livrant à l'ivresse de nos sens, peut-être comme ce soir, et la beauté de notre raison et la folie, la beauté d'être en vie. C'est une hypothèse. Alors vivre notre vie comme des géants, comme Rabelais nous l'enseigne, c'est ainsi cadencer les pas de notre vie au rythme de ce temps cosmique. C'est la coïncidence du temps astronomique des géants et de l'instant présent, d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, Rabelais nous invite à participer à la grande fête du monde, du grand tout altéré. Il nous invite à lire et à boire le monde. Et après cette conférence et ces questions, boire et drink. Buvons, drink. Merci. Merci beaucoup Johan, merci beaucoup Pierre d'avoir fait revivre ces géants, d'avoir aidé à comprendre donc la naissance de ces géants dans l'œuvre de Rabelais, d'avoir fait des parallèles avec des géants de la littérature. Et pour lancer la discussion, j'aimerais revenir sur l'inspiration de Rabelais. Vous avez évoqué plusieurs fois Gilgamesh, mais aussi que Rabelais n'avait pas connaissance de ce mythe. Il s'est sans doute plutôt inspiré de mythes gaulois, vous avez évoqué. Est-ce que ces mythes gaulois sont, je dirais, reliés directement au mythe de Gilgamesh ? Probablement pas. Probablement pas. En fait, l'histoire de Gilgamesh, elle a quand même eu un succès énorme à l'époque mésopotamienne et il semblerait qu'elle se soit pratiquement perdue à la fin de la pratique de l'écriture cunéiforme et de la civilisation mésopotamienne. Alors, on a quand même quelques traces chez des auteurs grecs ou latins. On a des Galgamos, avec des histoires qui pourraient être liées à Gilgamesh. Par contre, on a quand même des résurgences, mais bon, Gilgamesh, c'est plutôt du côté de l'Irak. Hein. On n'est pas vraiment en Gaule, même si on peut toujours jouer à faire le lien. Hein. C'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure. On retrouve quand même des choses assez surprenantes en fait dans les contes des Mille et une nuits, où on retrouve un personnage qui s'appelle Bilmika, quelque chose comme ça. Je sais plus parce que j'ai pas les notes de bas de page, donc je vais me débrouiller sans. Mais
et avec un récit quand même très proche de l'histoire de Gilgamesh. Donc il y aurait peut-être eu des versions, par exemple en araméen, qui ont pu circuler, ou une mémoire aussi orale, hein, parce que, en fait, ce que je disais aussi avec le mythe préhistorique de Polyphème, c'est que, en fait, il y a l'oralité, la transmission orale peut être aussi conservatrice, peut-être même plus que l'écrit. Donc il peut vraiment y avoir des mythes. En fait, il peut y avoir des textes aussi, hein, oraux. Un texte, c'est pas forcément écrit. C'est-à-dire pour ça que la poésie existe. Hein. C'est des techniques de mémoire, en fait. Hein. Donc il peut y avoir en fait des récits qui perdurent sur de très longues échelles de temps et qui se diffusent dans des espaces effectivement assez énormes. Ensuite, pour la tradition gauloise, c'est déjà assez compliqué parce que justement c'est une tradition orale. Hein. Les druides gaulois c'était un tabou en fait, la pratique de l'écriture. Alors ils pratiquaient l'écriture en utilisant le grec pour compter les bestiaux ou des choses comme ça, mais pour leur mythe, non. Donc en fait, Rabelais part en quête d'une tradition dont il ne peut retrouver que des bribes en fait, hein, à travers le folklore de son temps. Hein, on peut imaginer que Rabelais c'était aussi un ethnologue, hein, de terrain qui allait chercher vraiment au cœur du pays de France, voire même probablement aussi dans des forêts. Hein, c'est encore plus archaïsant, conservateur si on veut, que les villes et les villages. Il est allé chercher aussi toute la littérature gréco-romaine au sujet des Gaulois, et il a aussi beaucoup investi toute la littérature merveilleuse du Moyen-Âge, c'est-à-dire la littérature au sujet de Arthur. Arthur, ours. Arthur, c'est un ours. Arthur veut dire ours. Donc on peut quand même retrouver des filiations plus ou moins lointaines. Pour Gilgamesh, faudrait voir, parce qu'il y a quand même de drôles de points communs, je trouve. Alors merci pour toute cette histoire. En fait, ma question elle est assez simple. Ça concerne en fait le contemporain. Est-ce qu'il y a des figures en fait aujourd'hui qui se référeraient à Gilgamesh, à Pantagruel, etc., mais dans notre période, là maintenant, contemporaine? Question ouverte. Moi, j'ai rien lu après le début du XVIIe, donc je suis un peu largué. Disons que c'est tout le monde descend, qu'il le veuille ou non, de Rabelais et de Cervantes. Donc il n'y a pas tellement à se revendiquer plus que ça, puisque tout vient de là. Après, peut-être que on pourrait... il faudrait voir, c'est un débat, mais est-ce que qui a gagné la partie, par exemple dans la littérature française, qui naît quand même le français en grande partie de ce français de Rabelais. Rabelais, moi je trouve qu'il est certainement pas à la place dans l'histoire littéraire française qu'il devrait, c'est-à-dire le père fondateur du roman moderne. Et par exemple, en comparaison à Cervantes, qui est évidemment la figure centrale mondiale, non seulement de littérature hispanique, mais mondiale. Je trouve que la place, mais ça c'est mon avis humble, de Rabelais n'est pas la bonne. Et d'ailleurs, il n'y a pas de statue de Rabelais dans tous les villages de France, comme il y en a en Espagne de Cervantes, pour plein de raisons, peut-être mal lues, mal compris. Voilà. Et après, de comment... Ça, c'est une grande histoire, comment au fur et à mesure des siècles, les choses se modèlent, se sculptent, et comment l'écrivain national, par exemple, devient un tel ou un autre. Ça, c'est plein d'aléas qui sont très difficiles à... Mais en tout cas, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que Rabelais n'a pas exactement, je crois, la place totalement de pierre centrale qu'il devrait avoir. C'est vrai, c'est peut-être effectivement par l'obscénité... et puis aussi l'érudition et le mélange permanent de l'obscénité et de l'érudition qui font que c'est pas forcément d'un accès très facile. Ensuite, en termes d'auteurs, alors peut-être pas contemporains, mais modernes, qui, à mon sens, travaillent, pensent, racontent
de la même manière que Rabelais, et chez qui on peut vraiment effectuer des recherches de fond un petit peu du même ordre, c'est-à-dire en lien avec des mythologies réinventées, je vois peut-être à peu près que James Joyce. Parce que Ulysse, Finnegan's Wake, alors moi je me disais bon, c'est bon, j'ai lu Rabelais, je dois pouvoir lire Joyce. Ah ouais, quand même, c'est hard. Mais il y a des choses assez intéressantes. Déjà, alors, il n'avait pas forcément lu Rabelais, mais il a lu des livres sur Rabelais. En fait, il a lu des livres sur le lexique de Rabelais. Et à partir de ça, il fait des touches, pour moi, incroyables. Il y a quelques phrases dans Finnegan's Wake assez fulgurantes. Je me dis, mais en fait, en 2 lignes, et sans apparemment l'avoir vraiment lu, il a tout compris à Rabelais. J'étais assez troublé par ça. Il l'a lu. Il a dû le lire, ouais. Il a beaucoup aimé. Il l'a lu quand même. Oui. Ah oui, il admirait beaucoup Rabelais. Il admirait beaucoup Rabelais, ouais. Parce que moi, je me suis baladé juste pour choper les petits passages, quoi. Il y a cette idée de totalité, d'obscénité, il y a beaucoup de choses qui courent dans l'autre. Décodé aussi et mythologique. Et Sled Logoré, évidemment. Allez-y, bien sûr. Je voulais vous remercier pour cette gigantesque parcours à travers les géants. Et donc je pensais aussi à Joyce, mais à Beckett aussi. À Beckett, il y a ces personnages fulgurants. Et l'ogre, finalement, vous avez évoqué l'ours. Moi, je pensais à Michel Pastoureau, qui a fait une œuvre gigantesque sur l'ours, avec cette dichotomie entre le respect qu'impose l'ours, la dérision que suscite l'ours qu'on figure dans les foires, et la déchéance de l'ours dans l'histoire. Et le géant, finalement, nous met à portée du chaos. Vous avez parlé de Polyphème, vous avez parlé de Polyphème, des dévoreurs, des ogres, etc. Mais aussi du feu prométhéen. Et c'est ce qui caractérise Gargantua, c'est-à-dire qu'il apporte à la fois le désordre, mais assourdissant, et une réflexion très pertinente, très savante sur ce que sera l'humanisme. Et une autre dimension, un autre géant, c'est Orphée. Puisque épistémon qui descend aux enfers, c'est ça aussi, secret, aller chercher ce qu'il y a de plus secret dans l'être humain, c'est-à-dire sa faim. Et donc, pour répondre à la question, à quoi servent les géants ? À mieux nous connaître et à mieux relativiser nos petites personnes. Pardon. Merci pour cette intervention. Et je pense à 2 autres géants aussi de la littérature qui ont lu et aimé et essayé d'égaler l'ambition de Rabelais, qui sont Hugo et Balzac, et qui viennent de ce courant-là, de la totalité et du gai savoir et de l'excès et de l'ambition. Donc il y a évidemment, tout coule depuis Rabelais. Ils savent lui redonner sa place aussi dans la littérature. Tout à fait. Peut-être que c'est le XXe siècle qu'il a un peu battu en brèche, mais le XIXe siècle est très rabelaisien. Le XVIIIe avait du mal aussi. Et voilà. Donc c'est 1 sur 2. Le prochain sera rabelaisien. Le XXIe siècle sera rabelaisien. Est-ce que vous avez d'autres questions avant d'aller trinquer ? Oui. On est assez loin de la parité, je trouve, au niveau des géants. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Alors, Oui, tout à fait. J'y ai beaucoup pensé. Est-ce que ça se conjugue au féminin Oui. Ça, effectivement... Bon, merci. Ça, effectivement, c'est une vraie question. Moi, j'étais assez embêté avec cette histoire en tournant autour de Pantagruel et Gargantua, d'être un petit peu limité de ce point de vue-là. D'autant que, moi, j'ai consacré ma thèse sur Rabelais à la question du féminin, en fait, dans son œuvre,
de la manière dont Rabelais réinvestit en fait la conception celtique de la souveraineté comme étant féminine. Donc c'est-à-dire que pour moi, si c'est en fait essentiel, en fait, alors j'ai assez peu parlé aussi de la question de la souveraineté aujourd'hui, parce que c'était plus l'idée du géant, peut-être un peu plus folklorique, en lien avec les mythes anciens, mais ce sont donc des rois géants. Et en l'occurrence, comment ils ont obtenu la souveraineté, c'est à chaque fois, systématiquement, hein, c'est vraiment une donnée mythologique fondamentale des mythologies de Rabelais, c'est que la souveraineté des géants, elle s'obtient par le mariage avec la fille du roi, parce que c'est la fille du roi qui est la souveraineté royale elle-même. C'est-à-dire que si Gargantua est roi, c'est parce qu'il a épousé Badébec, qui est la fille du roi des Amorotes. Si son papa, Grand Gousier, est roi, c'est parce qu'il a épousé Gargamel, qui est la fille du roi des Parpaillons, des papillons. En fait, il y a toute une dimension, toute une symbologie, on peut dire, spécifiquement féminine chez Rabelais, qui est encore plus deep, quoi, qui est encore peut-être plus ésotérique que ce qu'on peut trouver à propos des géants Gargantua et Pantagruel. En tout cas, j'ai lu chez certains critiques qu'effectivement, bon, il y avait cette misogynie culturelle de l'époque, ou que chez Rabelais, il n'y avait pratiquement pas de femmes, etc. Alors oui, mais c'est thématisé comme étant le véritable problème. Le problème de toute l'œuvre de Rabelais, c'est que Pantagruel ne s'intéresse pas suffisamment, pas assez sérieusement, aux femmes et au mariage. Ah bah, Gargantua, lui, il est marié, et en fait, c'est l'angoisse, c'est l'obsession de Panurge qui va, se charger de toute cette dimension-là. Mais le problème fondamental des livres de Rabelais, c'est que dans la généalogie du géant, ça s'arrête à Pantagruel, en fait. Donc on nous dit, oui, c'est sûr qu'il sera marié, etc., mais on n'en voit jamais la couleur. À la fin du Pantagruel, on nous dit que Pantagruel va se marier avec la fille du prêtre Jean. Prêtre Jean, qui était un roi prêtre mythologique, censé être... c'est un roi indien. Bon, je passe, c'est un énorme dossier médiéval, voilà. Mais donc, ce qui se passe quand même, c'est que Bacbuc, donc la prêtresse Bacbuc, au terme du 5e livre, qui est au début une bouteille, et qui est ensuite, dans le 5e livre, une prêtresse qui initie la compagnie pantagruélique, de toute évidence, c'est une reprise de la figure du prêtre Jean. C'est la fille du prêtre Jean. C'est celle que, normalement, Pantagruel aurait dû épouser, d'après le programme qu'on a à la fin du Pantagruel. Mais sauf que c'est l'initiatrice de la quête de Panurge. Donc en fait oui, cette dimension-là, elle est essentielle. Hein. S'il y a des géants, même si dans la généalogie c'est que des hommes, on se demande bien comment ils font. Quand on nous explique que le géant Urtali a survécu au déluge en se mettant à cheval sur l'arche de Noé, s'il est tout seul, ça marche pas. Donc oui, la question des géantes, elle est en fait assez essentielle, en lien pour moi avec cette question de la souveraineté dans les mythologies celtiques. Voilà. Bien, un grand merci Johan et Pierre. Donc, merci beaucoup de nous avoir refait l'histoire des géants ce soir.